Le 15 janvier 2008, c'est l'anniversaire exact de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Et dans la nuit de ce 15 au 16 janvier, à Kinshasa, des hommes en tenue militaire défoncent la porte d'une résidence à Mangafula. Ils tuent une femme, devant ses enfants. Cette femme, c'est Aimée Kabila Mulengela, fille reconnue de Mzee. La Nation des Nations Unies au Congo avait averti les autorités congolaises plusieurs semaines avant ce meurtre. Cette femme était menacée, il leur avait demandé de la protéger, personne n'a bougé. Ce meurtre n'est pas un incident isolé, c'est le premier cas documenté d'un schéma systématique. Parce que ce soir, je vais vous montrer comment 3 enfants naturels de Laurent-Désiré Kabila ont été éliminés, tués, emprisonnés ou pourchassés, non pas parce qu'ils représentaient une menace politique, mais simplement parce qu'ils avaient osé dire à voix haute « Je suis le fils de Mzee ». On va remonter tout le fil. Depuis les forêts de Fizi dans les années 1980, jusqu'au cachot secret 3Z de l'ANR à Kinshasa, en passant par les rues de Kalemi, où une ville entière a reconnu un visage que la famille officielle refusait de voir. Et ce n'est pas la seule chose que cette vidéo va révéler. Parce que, au cœur de tout ça, il y a un homme, un seul, un pasteur, devenu le gardien du silence. Son nom, vous l'entendrez plusieurs fois dans cette vidéo. Laurent-Désiré Kabila a laissé derrière lui un pays ravagé, une révolution inachevée, et selon des estimations journalistiques congolaises, une trentaine d'enfants dispersés à travers l'est du Congo. Ceux qui ont tenté de revendiquer cet héritage, pas l'argent, pas le pouvoir, juste le nom, ont disparu. Un par un, une femme assassinée devant ses enfants. Un homme arrêté en direct à la télévision. Un autre pourchassé depuis une forêt du Maniema jusqu'à un cachot secret de Kinshasa, accusé d'avoir usurpé sa propre identité. L'accusation qu'on invente quand on ne peut pas en trouver une vraie. Voilà ce qu'est cette histoire. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo repose sur des témoignages directs, des communiqués officiels des Nations Unies, des actes judiciaires et des sources croisées par des journalistes de Jeune Afrique, Radio Okapi et des ONG de droits humains. Je vais nommer les faits vérifiables. Là où il y a de l'incertitude, je le dirai clairement. Pas de conspirationnisme, pas de sensationnalisme, juste les documents. Et ce qu'ils révèlent, la forêt, le maquisard, l'enfant. Le territoire de Fizi, année 1980. Nous sommes dans les années 1980, dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. Laurent-Désiré Kabila n'est pas encore président. Il est maquisard depuis des années. Il combat le régime de Mobutu depuis la forêt. Il finance sa résistance, entre autres, par le trafic d'or et d'ivoire dans la région de Mizissi, un fait documenté dans des travaux académiques sur la période pré-AFDL, notamment dans le livre Fizi 1967 à 1986, le maquis Kabila, publié par l'historien Wilungula Bekosma. C'est dans cette zone qu'il rencontre une femme de l'ethnie Muzimba, originaire du Maniema. De cette union naît un enfant, probablement entre 1983 et 1986. Kabila lui donne l'un de ses propres prénoms, Laurent. Et voilà ce qu'il faut comprendre sur cet homme. Laurent-Désiré Kabila était en mouvement permanent. Des années dans la forêt, des maquis, des villages, des traversées de rivières, des bivouacs. Et derrière lui, dans les zones rurales de l'Est congolais, des femmes, des enfants, un nom qui circulait avant même qu'il soit célèbre. Un employé interne de la maison civile de Joseph Kabila le dira à Jeune Afrique en 2014, sans détour. Ce n'est un secret pour personne. De son vivant, Laurent-Désiré Kabila a connu plusieurs femmes avec lesquelles il a eu plusieurs enfants. Plusieurs enfants. On estime aujourd'hui leur nombre à une trentaine. Mais revenons à ce bébé de 1983. La double orphelin des forêts, quelques mois après la naissance de Laurent, sa mère meurt. L'enfant a entre 6 et 8 mois. Il est recueilli par les grands-parents maternels et une tante, la petite sœur de sa mère, qui l'élève comme son propre fils. Pendant des années, il croit que cette tante est sa mère biologique. C'est une double réalité que cet enfant porte sans le savoir. Père absent, mère morte. Et un nom Kabila que les gens dans le village murmurent quand il passe, mais que personne ne prononce à voix haute. Pourquoi ce silence ? Deux raisons simultanées. Sous Mobutu,
Être identifié comme fils de Kabila, c'est être une cible potentielle pour les forces zaïroises qui traquent les maquisards. Après 1996, quand l'AFDL prend Kinshasa, Kabila devient président. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République. Mais l'Est du Congo reste sous l'influence des forces armées rwandaises. Être le fils du nouvel homme fort de Kinshasa dans une zone que Kigali considère comme son arrière-cour, c'est une exposition dangereuse d'un autre type. La famille maternelle garde donc le secret, soigneusement, pendant des années. Mais dans les villages, on sait, on l'appelle souvent Kabila. Les grands-parents n'aiment pas ça, ça attire l'attention. Et puis, le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné dans son bureau à Kinshasa. Fait historique établi. L'enfant est désormais doublement orphelin de parents qu'il n'a jamais réellement connus, ce qu'il possède 2 photos. Sur l'une, sa mère enceinte aux côtés de Mzé. Sur l'autre, le bébé dans les bras du père. Ces 2 photos vont devenir le centre de gravité de toute l'histoire qui suit. Quand Kalmi reconnaît ce que Kinshasa refusera, 2009, un homme traverse les rues de Kalemi avec une houe et une photo. Nous sommes en 2009, Laurent a maintenant une vingtaine d'années, ses grands-parents lui ont dit la vérité, ils lui ont montré les photos, ils lui ont raconté. Il décide de trouver sa famille paternelle. Il prend sa photo, il part pour Kalemi, le chef-lieu du district du Tanganyika, la ville natale de Laurent Désiré Kabila. Dès les premiers jours, quelque chose se passe dans les rues. Les gens se retournent, ils regardent, ils murmurent. La ressemblance physique avec Mzé Kabila est frappante au point de devenir un fait public dans la ville. Ce n'est pas une rumeur, c'est une réaction collective, spontanée, documentée par le témoin oculaire Marcellin Sikwanine, qui partagera plus tard la même cellule que Laurent à l'ANR de Kinshasa et qui publiera son récit le 26 avril 2016. Un pasteur l'emmène chez Mzé Kibawo, présenté comme un frère de Laurent Désiré Kabila. Sa réaction à la vue de l'enfant est immédiate, il ne dit rien pendant un moment. Il caresse le visage, les mains, il pleure, puis commence à téléphoner pour annoncer la découverte d'un autre fils de Mzé. Le chef de district est informé, le commandant de la police est informé, Laurent est là, il est reconnu, il a une photo, Janet Kabila. C'est à ce moment que la sœur jumelle du président Joseph Kabila, Janet Kabila, arrive à Kalemi dans le cadre d'une campagne électorale. Elle est accompagnée de Théodore Mougalou, à l'époque chef de la maison civile du président, son collaborateur le plus direct. C'est le commandant de la police, celui qui avait été informé de Laurent, qui le présente personnellement à Janet Kabila. Laurent est reçu, Mougalou conduit l'entretien, sous caméra, et dans ce qui est l'un des détails les plus révélateurs du témoignage de Sikwanine, on demande à Laurent d'enlever ses habits pour filmer son corps. Vérification des traits physiques, l'ADN visuel, à l'œil et à la caméra. Tout le staff présent murmure l'incarnation de Mzé. Pendant ce temps, selon le témoignage, Janet Kabila observe la scène depuis une pièce en face, par une fenêtre, discrètement, sans s'approcher, sans se montrer directement. Imaginez cette image. Une femme qui regarde par une fenêtre, un enfant qui réclame d'être son demi-frère, qui fait filmer son corps, qui ne dit pas un mot. Mougalou sort de la pièce de Janet. Il revient avec un ordre. Arrêtez l'enfant. C'est le même commandant de police qu'il avait présenté à Janet qui reçoit l'ordre de le mettre en prison. L'accusation, usurpation d'identité. La plus vide de toutes les accusations, arrêtons-nous une seconde sur cette accusation, parce qu'elle mérite qu'on la démonte. L'usurpation d'identité, c'est le fait de se faire passer frauduleusement pour quelqu'un pour obtenir un avantage ou causer un préjudice. Quel avantage a obtenu un homme qui cultive des oignons à Kalemi et qui dit être le fils d'un président mort? Aucun compte bancaire délesté, aucun bien soustrait, aucune fonction usurpée. L'accusation est vide. Et au moins, une autorité judiciaire congolaise l'a compris immédiatement. Le procureur du parquet de Kalemi refuse de cautionner. Il considère Laurent comme le vrai fils de Mzé. Il refuse de monter un dossier vide. Et il prend une décision rare dans ce pays sous ce régime. Il libère Laurent. Il lui restitue sa carte d'électeur
qui avait été saisie comme pièce à conviction, une carte d'électeur comme pièce à conviction dans un dossier d'usurpation d'identité. Il fallait oser. Ce procureur n'a pas de nom dans les archives disponibles, mais son geste a probablement évité une disparition. La nuit, les sacs à linge, le colonel, la voie judiciaire a échoué. Alors on passe à autre chose. Selon le témoignage de Sikwanine, c'est alors que Sifa Mahania, la mère du président Joseph Kabila, intervient directement. Elle aurait donné instruction à un colonel de l'armée, commandant de brigade, dans le district, de régler le problème autrement. La nuit suivante, un escadron se présente au domicile du pasteur, qui héberge Laurent. Il défonce la porte. En pleine nuit, Laurent et un autre homme connu sous le nom de Yaya, qui se trouvait simplement au mauvais endroit, sont saisis. Tout ce qu'il y a dans la chambre est emporté, y compris la photo, celle où Mzé tient le bébé. La seule preuve matérielle, les deux hommes sont ligotés, mis dans des sacs à linge, transportés comme des colis jusqu'à la résidence du colonel. Là, dans une fosse non aménagée, toujours ligotée, il trouve une troisième personne qui connaissait toute la famille maternelle. Vers 2 heures du matin, des soldats Bembe, originaires de la même région que la mère de Laurent, sortent l'enfant de la fosse pour lui donner à manger. Ils lui disent qu'ils désapprouvent, que c'est un service commandé. L'un d'eux propose même de les faire évader. La proposition ne se concrétise pas. Le lendemain, un jet privé est envoyé à Kalemi. 3 colis embarquent pour Lubumbashi, puis pour Kinshasa. Non pas vers le palais de la Nation, vers le cachot de l'ANR, connu sous le nom de 3Z. La preuve que le système 3Z existait. Ici, un point important, le cachot 3Z n'est pas une invention du témoignage Sikwanine. L'AZADO, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, en collaboration avec l'OMCT, a publié plusieurs communiqués entre 2008 et 2022 documentant l'existence et le mode opératoire de ce lieu de détention secret situé avenue Léméra, commune de la Gombe, à côté de la primature. Ce que Sikwanine décrit de l'intérieur, les organisations de droits humains le documentaient de l'extérieur, les deux récits coïncidents. L'arrivée à 3Z, quand même, les agents de l'ANR reconnaissent. L'arrivée de Laurent au cachot 3Z provoque une agitation dans tout le bâtiment. Détenus, policiers, agents, tout le monde veut voir ce visage. Un agent annonce « La copie conforme à l'original vient d'arriver ». Le directeur fait évacuer une cellule, dite VIP, pour l'y installer, avec un matelas. Un ventilateur. Pendant les premières semaines, Laurent attend. Il croit à la promesse qu'on lui a faite à Lubumbashi. Il verra son grand frère, Joseph Kabila, le président. Et dans cette attente, son comportement est documenté avec précision par Sikwanine, et c'est l'un des aspects les plus humainement déchirants de cette histoire. Laurent défend Joseph Kabila, publiquement, violemment. Il traitait les autres détenus politiques qui critiquaient le président de bandit, d'ennemi du régime. Il disait en swahili « Vous êtes tous mes ennemis parce que vous attaquez mon grand frère ». Un homme qui vient de passer des semaines ligoté dans une fosse, transporté dans un sac à linge, emprisonné dans un cachot secret, défend le régime de l'homme qui a ordonné tout ça. C'est pas de la stupidité. C'est le mécanisme de quelqu'un qui ne peut pas encore intégrer que la trahison est totale, que le frère n'arrivera pas. Sikwanine lui-même écrit qu'il ne lui en voulait pas, qu'il était analphabète, grandi dans une forêt. La chute des illusions. L'eau minérale disparaît, le petit déjeuner spécial disparaît, le matelas disparaît, la cellule VIP est reprise. Une consigne est tombée. Laurent ne devait pas jouir des privilèges de la famille présidentielle. C'est dans la cellule collective qui suit que Laurent commence à vraiment parler. Et c'est là que Sikwanine prend une décision risquée. Il fait entrer, par corruption des gardiens, un téléphone avec une carte mémoire pour enregistrer le témoignage de Laurent. Pour prévenir une éventuelle disparition, Jules Katumbwe, et la phrase qui résume tout, à un moment, Jules Katumbwe, chef du département intérieur de l'ANR, cité nommément dans le témoignage, parle au téléphone dans son bureau en présence de Laurent. Selon le témoignage de Sikwanine, rapporté ici fidèlement et non pas cité mot pour mot, Katumbwe dit en substance « Il y a des choses que l'histoire va rattraper, qu'il ne sait plus s'il travaille pour l'État ou pour la famille, qu'il est fatigué de garder cet enfant pour rien. » Katumbwe aurait pleuré devant Laurent, 2 fois. Il lui aurait dit « Je ne suis pas responsable de ton arrestation. Je regrette d'être l'instrument d'une persécution contre le fils de celui à qui nous devons tout notre pouvoir. » Un haut responsable de l'appareil sécuritaire qui dit « Je sais que c'est injuste. Je le dis à voix haute. Et je continue quand même. » C'est ça, la mécanique de l'état profond. Pas les monstres sans conscience.
Les hommes qui savent, qui disent qu'ils savent et qui exécutent la torture. Et ce qui s'est passé après, à un moment, Laurent se révolte, les conditions sont intolérables, il est physiquement fort, les agents peinent à le maîtriser, il est torturé. Le lendemain, l'information remonte à la famille de Mzee à Lubumbashi. Une délégation arrive pour constater les traces. Un directeur de l'ANR réprimande publiquement les agents « Vous n'avez pas à vous mêler des histoires de la famille Kabila ». Et, dans les couloirs, des agents parlent à voix haute. Pourquoi arrêter quelqu'un seulement parce qu'il est fils de Mzee? Et dans la cellule, Laurent pleure. Sikwanine rapporte ces mots, traduits et paraphrasés sobrement ici. Il dit qu'il n'a fait de mal à personne. Il demande si c'est un péché d'être né fils de Mzee. Il dit qu'il n'est même pas politicien, qu'il ne sait pas écrire son nom, qu'il a été abandonné dans une forêt, qu'il voulait juste aller à l'école. Il s'adresse à son père mort. En swahili, Mzee, 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 uko wapi? Mzee, où es-tu? Mais ce n'est pas fini, parce que le cas de Laurent est le plus documenté, mais ce n'est pas le seul. Et les deux autres cas que je vais vous raconter maintenant vont vous montrer que ce n'était pas une erreur, pas une coïncidence, pas un excès de zèle d'un colonel local. C'était une politique. Aimé Kabila Mulengela, tué devant ses enfants. Rappelons d'abord qui était Aimé Kabila Mulengela. Né le 24 juillet 1976, selon les archives disponibles, à Kipushi, dans le Haut-Katanga, fille naturelle reconnue de Laurent-Désiré Kabila, à tel point que le gouvernement congolais lui avait délivré un passeport diplomatique en tant que fille du président. Un passeport diplomatique. Donc la filiation était officiellement reconnue. Mais à partir de 2006, Aimé commence à réclamer sa part de l'héritage de son père. Elle est alors arrêtée et détenue illégalement pendant 52 jours par les services spéciaux de police de Kinshasa. La MONUC intervient pour demander sa libération. Elle est libérée, ses biens, son argent, ses documents, dont des passeports, ne lui sont pas restitués. Elle continue d'alerter, elle continue de réclamer. La MONUC reste en contact avec elle pour des risques à ses droits. Le 15 janvier 2008, ans exactement après l'assassinat de son père, des hommes en tenue militaire défoncent la porte de sa résidence à Mongafula, Kinshasa. Ils la tuent d'une balle tirée à bout portant dans la poitrine, devant ses enfants. Ils s'emparent de ses téléphones, de son ordinateur, d'une caméra, puis ils fuient. Le lendemain, le communiqué officiel du gouvernement congolais est clair, selon l'ambassadeur Théodore Mugalou, s'exprimant au nom de la maison civile du chef de l'État, la victime ne serait pas la fille de Laurent-Désiré Kabila. La même maison civile qui avait validé son passeport diplomatique des années plus tôt, Théodore Mugalou. Le même homme, un câble diplomatique américain de l'ambassade de Kinshasa, aujourd'hui publié par Wikileaks, confirme que la victime était crue être une fille illégitime mais reconnue de Laurent Kabila et que le consensus des sources fiables dans la presse et ailleurs allait dans ce sens. La MONUC exige une enquête. L'ONG La Voix des Sans-Voix, dont le président Floribert Chebeya est convoqué au palais de justice pour comparution, une intimidation en soi est formelle sur la filiation. Aucune enquête sérieuse n'aboutit. Ibrahim Kabila, arrêté en direct à la télévision. Le 15 mai 2020, Ibrahim Kabila passe en direct à l'émission Bossolona Politique sur Congo Web TV à Kinshasa. Il se présente comme fils de Laurent-Désiré Kabila. Il accuse Théodore Mugalou d'avoir à plusieurs reprises fait arrêter tous ceux qui se réclamaient être les enfants biologiques de Kabila. Il demande publiquement un test ADN collectif pour tous les prétendants. Selon Congo Indépendant, à la sortie du studio, Ibrahim Kabila est enlevé. Des conducteurs de mototaxi, les fameux Wewa de Kinshasa, font du bruit, ce qui complique sa disparition immédiate. Il est finalement conduit à l'inspection provinciale de la police nationale. Un policier lui brandit un téléphone. Sur l'écran, la plainte, envoyée par WhatsApp, datée du 15 mai 2020. Signé Théodore Mugalou Wamahingu, ancien chef de la maison civile de Joseph Kabila. Quelques jours après, le ministère public invite Mugalou à comparaître au parquet, il avait lui-même porté plainte, mais en retour, Ibrahim Kabila l'accusait de tentative d'assassinat, arrestation arbitraire, extorsion et enlèvement. L'affaire a été progressivement étouffée sous le régime Tshisekedi. Et si vous avez un élément, un témoignage, un document, vous savez où nous trouver, abonnez-vous, partagez et on continue ensemble.